Bonjour Pamela, Bonjour Stéphane. ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien. On va commencer ça dans 2 minutes environ. On va attendre que tous les participants viennent nous rejoindre. Donc, à midi tapant, on va commencer le tout webinaire super intéressant aujourd'hui, les grandes tendances RH à 2026. Je pense que c'est notre troisième édition ensemble, Pamela. Cette année, c'est vraiment différent des dernières années, hein? Oui, j'ai encore merci. Je suis heureuse d'être au rendez-vous encore cette année, Stéphane, d'animer ça avec toi. Oui, quand on faisait justement la préparation du webinaire, on se disait, ah ouais, il y a vraiment des angles qui ont un petit peu changé pour 2026, fait que ça va être bien intéressant de jaser de ça de ce midi. Puis oui, il y a des troncs communs quand même d'une année à l'autre en RH, mais quand même, on va le voir, là, 2026, il y a des défis supplémentaires. Il y a des petites variantes, effectivement, là, quand même croustillantes, super intéressantes. D'ailleurs, on a eu un grand nombre d'inscriptions. C'est super intéressant. Puis on espère que vous allez aimer l'angle qu'on va prendre aujourd'hui avec vous. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on va commencer dans quelques instants. On va simplement attendre là, midi pour donner la chance à tout le monde de se joindre. Le webinaire va être enregistré. Donc, une copie va vous être envoyée dans les 24 heures. Il y aura un petit sondage aussi post-webinaire qui va vous être envoyé. On aimerait que vous participiez en grand nombre, savoir ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien. On veut toujours s'améliorer. Puis surtout, on veut vous entendre sur les sujets que vous aimeriez qu'on discute cette année en 2026 parce qu'on a l'intention de faire une belle feuille de route, plusieurs webinaires. Et évidemment, ben, le but, c'est de parler de ce qui intéresse notre audience. Ben, il est déjà midi, on va se lancer dans ce cas-là. Merci Pamela d'être avec moi aujourd'hui pour parler des grandes tendances RH 2026. Je vais évidemment te faire une présentation en bonne et due forme là, dans quelques instants. Avant qu'on aille plus loin, ceci dit, permettez-moi là, de vous faire un petit survol de qui est Folks. On va vous parler également de qui est GoRH. Ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi on est habilité à vous parler des grandes tendances RH 2026. Ben, d'abord, Folks, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une compagnie qui produit un logiciel RH tout en un qui s'adresse aux entreprises canadiennes. Aujourd'hui, on a plus de 1500 clients répartis dans un grand nombre de provinces au Canada. Donc, on est très fiers de ça. Entreprise à la base là, qui a été fondée au Québec, à Québec, il y a bientôt maintenant 10 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on offre justement? Ben, c'est une solution tout en un. ATS, système de gestion de candidature, système d'information RH, de même que paye. Donc, ça, c'est nouveau. Peu de gens le savent. On a commencé la commercialisation d'une solution de paye cet automne. On a déjà des dizaines et des dizaines de clients. On est une très belle alternative aux grands joueurs bien connus dans le Québec. Donc, je n'ai même pas de nom ici. On est une solution qui est pleinement intégrée avec un grand nombre de solutions bien connues. On pense à Jobilico, à Indeed, à Zero, QuickBooks Online, Microsoft Teams, Google Workspace et j'en passe. Donc, une solution complète, une trousse à outils là, qui vous permet de gérer votre expérience candidat comme l'expérience employée. Maintenant, ben aujourd'hui, on est deux intervenants. Il y a moi qui est en charge de l'équipe des ventes et de la commercialisation chez Fox depuis plusieurs années. On a la chance avec nous d'avoir GoRH en la personne de Pamela Bérubé, qui est vice-présidente et cofondatrice chez GoRH. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, très présente dans la communauté. Bienvenue, Pamela, merci d'être là. Merci Stéphane. Écoute, Pamela, je te laisse parler brièvement des services que vous offrez chez GoRH avant qu'on se lance dans les tendances. Oui, certainement. Donc, chez GoRH, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en mesure, évidemment, d'accompagner les entreprises, PME, grandes entreprises, de façon très transversale. Donc, on a au sein de notre équipe plusieurs types de spécialités. Donc, au niveau service conseil, on va faire autant de la rémunération globale, développement des compétences, formation, beaucoup d'impartition, donc de remplacer ou d'impartir une certaine portion des RH là, au sein d'une entreprise ou des entreprises à une, deux, trois journées semaine.
Ensuite de ça, on va également toucher à tout ce qui va être transfert de connaissances également, diagnostic organisationnel, climat de travail. Et si on bifurque de l'autre côté, donc on aura évidemment toute notre grande équipe de recrutement qui aujourd'hui sont sous la division de Talentify et de Humanify. Donc, vieux recrutement à l'heure, super fonctionnel, sous ces différents types de postes aussi à pourvoir. Et du côté de Talentify, on est vraiment dans du recrutement spécialisé ici, à succès, donc à forfait, comme de la chasse de tête le veut, là, évidemment. On a la chance d'avoir un beau trio d'entreprises sœurs. Donc, on a Folks, que Stéphane t'a super bien présenté. Ensuite, GoRH, évidemment, puis UniPAE, qui est un programme d'aide aux employés aux gestionnaires. Donc, on a la chance d'avoir la Tech RH, le volet santé au niveau de l'humain, puis évidemment la firme Service Conseil 360 pour accompagner là, les entreprises là, sur du long terme. Ouais, super intéressant. Puis vous avez décliné au fil du temps là, votre offre. Hein. On vous connaissait bien sous GoRH, mais maintenant il y a Humanify, Talentify. Donc, je pense que c'est bien justement d'expliquer les nuances et les différences. Ben, allons-y, sautons dans le vif du sujet. D'abord, ben, je tiens à mentionner que cet exercice-là, contrairement aux années précédentes, on a pu avoir beaucoup plus d'informations pour miser juste sur ce qu'on pense être les grandes tendances RH 2026. Je m'explique. À l'automne 2025, Folks a réalisé on pourrait pratiquement dire une étude, en fait un sondage d'importance auprès de plus de 400 répondants. Il y avait au-delà de 40 questions dans le sondage. Et 92 des répondants étaient des entreprises de moins de 500 employés, en majorité au Québec. Probablement qu'il y en a plusieurs parmi vous qui avez répondu à ce sondage-là. Donc, merci d'avoir pris le temps. Et on a croisé évidemment les résultats de ce sondage-là avec un exercice qui a été fait du côté de GoRH très similaire. Donc, il y a eu une étude importante également qui a été réalisée en 2025 du côté de GoRH. Et quand on croisait les résultats, ben, on réalisait qu'il y avait quand même beaucoup de points en commun, de tendances qui s'inscrivaient. Et ben, par la suite, on est allé valider ces tendances-là auprès de nos équipes respectives. Donc, il faut savoir qu'on a des centaines de professionnels, autant technologiques qu'en consultation RH. Et on leur a dit, est-ce que vous pensez que ces tendances-là vont être les tendances en 2026 avec votre expérience, votre connaissance du terrain? Et donc, on a passé ça au peigne fin finalement, ce qui nous permet aujourd'hui de vous présenter ces 6 tendances-là. On est bien excités. Maintenant, on s'est aussi dit, ben, c'est bien beau de présenter ces tendances-là, mais sous quel angle on peut les présenter? Comment on peut amener de la valeur aux gens qui vont prendre leur heure du dîner avec nous? Et on s'est dit, ben, tiens, on va non seulement les présenter, mais vous venir avec des petits conseils pratiques et concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans votre réalité? Donc, on espère que vous allez aimer. Donc, on se lance. On va découvrir aujourd'hui 6 tendances. Tout d'abord, attirer les candidats qualifiés. Ensuite, adapter l'offre aux attentes. On va parler de tout ce qui est développement de compétences, l'adoption d'innovations technologiques. Évidemment, on ne passera pas sous silence l'IA, d'ailleurs, qui est un sujet qui me passionne. On va parler de renforcer le bien-être et enfin, tout ce qui est conformité législative. Vous en avez entendu parler rondement dans les dernières années. Donc, on va démarrer avec tirer les candidats qualifiés avec Pamela. Donc, première tendance qui était assez forte, hein, d'ailleurs, dans nos deux études de marché, nos sondages qu'on a fait dans un échantillonnage quand même assez important. De notre côté, on avait autant des réponses qui étaient assistées, donc on donnait des choix de réponses, puis on avait également des questions où c'était non assisté, donc les gens devaient positionner des réponses selon leur réalité et clairement attirer les candidats qualifiés, autant dans les questions assistées et non assistées. Ça sortait grandement en priorité pour la prochaine année, les prochaines années. Donc, ce qu'on sent chez les employeurs ici au Québec, comment on fait pour attirer des candidats qualifiés. On utilise toutes sortes de plateformes, on revampe nos descriptions de postes, nos affichages, on revoit nos profils et évidemment, on perdure à avoir quand même un peu de difficulté à venir attirer de la main-d'œuvre qualifiée, la main-d'œuvre qui correspond quand même à un fort pourcentage de notre profil que l'on veut recruter. Donc, c'est sûr que effectivement, oui, il y a
une hausse du taux de chômage, mais qui n'amène pas quand même plus de candidats, ou en tout cas légèrement, peut-être plus de candidats, mais pas pour la peine, donc pas pour faire vraiment une grande différence au niveau de la qualité de notre recrutement. On sait également, bon, il y a une baisse au niveau de l'immigration, donc de recruter à l'étranger, nouveau paramètre également qui a vu le jour dans les derniers mois, dernière année. Et là, ben, ça devient un petit peu un casse-tête. Donc, on veut recruter mieux. On veut avoir une efficience dans notre recrutement. Donc, ce qu'on veut, c'est de miser juste, d'avoir des bons profils, des bons outils également de recrutement. Et on le sait, en Ontario, hein, la transparence salariale est maintenant une nouvelle règle pour l'affichage de postes dans les différentes plateformes. Donc, on se questionne aussi au Québec, est-ce que nous, il y a un avantage à le faire, d'y aller peut-être avec une échelle ou une fourchette, évidemment, de salaire pour les postes que l'on recrute. Donc, toute cette question-là aussi pour les prochaines années ont vu le jour. Et évidemment, est-ce qu'on veut aujourd'hui entretenir un certain bassin de main-d'œuvre parce qu'il fut un temps où on avait peut-être un peu moins de difficultés à recruter. Donc, on affichait, on avait des fois des CV spontanés, on s'en occupait un petit peu moins, puis bon, bref, on pouvait les rappeler quelques mois plus tard seulement. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de comment on peut prendre soin, chouchouter les candidats. Des fois, on n'a pas nécessairement de poste, mais en même temps, bon, ils nous voient sur les médias sociaux, ils nous suivent, ils font partie de notre écosystème. Donc, comment on peut venir bonifier l'expérience candidat. Donc, ce sont tous des éléments, en fait, qui vont être des facteurs je dirais, qui pourrait fortement optimiser la qualité du recrutement et l'efficience aussi. Donc, on va mettre l'énergie, on va mettre des sous dans notre recrutement, mais on veut s'assurer d'avoir... Des fois, ça prend pas un volume de CV, ça prend les bons CV. Et donc, je pense que c'est ces éléments-là qu'on veut mettre en lumière dans la première tendance ici pour attirer des candidats qualifiés. Petite question pour toi, Pamela. Si une PME devait arrêter de faire une chose en recrutement en 2026 pour attirer des meilleurs candidats, ce serait quoi? En fait, est-ce qu'il y a une mauvaise pratique courante là, qu'on voit sur le terrain qui serait quelque chose à retirer ou à éliminer nos façons de faire? C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on parle du rapport de force au niveau de l'offre et la demande, le candidat nous choisit. C'est pas l'inverse aujourd'hui. Donc, quand on dit qu'il nous choisit, c'est probablement qu'il est déjà en poste, le bon candidat ou la bonne candidate, ou elle est dans une croisée des chemins où est-ce qu'elle veut peut-être réorienter sa carrière ou encore veut faire le saut dans d'autres défis. Donc, elle va choisir son employeur. Évidemment qu'elle va aller sur notre site web, elle va aller sur nos médias sociaux, Glassdoor, peu importe où, mais elle va aller chercher de la donnée sur notre information, sur notre entreprise. Donc, c'est certain qu'on doit bien rayonner, on doit, si on est sur certains médias sociaux, bien les entretenir. Ces médias-là, c'est pas obligé d'être sur toutes, mais ceux qu'on choisit, évidemment, on veut bien les entretenir et c'est pas one-shot deal. Donc, si, par exemple, je fais parler de moi, je fais beaucoup de bruit pendant un mois parce que je suis en forte embauche, mais que par la suite, c'est silence radio, tout est à recommencer chaque fois. Donc, d'avoir un beau rayonnement minimal tout au long de l'année est clairement une pratique gagnante. OK. Donc, de pas, c'est ça, tout mettre ses œufs dans le même panier, d'y aller pour une approche plus étendue. Super intéressant. Deuxième tendance, adapter l'offre aux attentes. Donc, ici, bon, l'adaptation de l'offre aux attentes, des attentes, il y en a, évidemment. On disait l'embarras du choix, l'employé ou le candidat plutôt quand il vient en entrevue ou il est en démarche avec nous. Plus souvent qu'autrement, les personnes ont déjà une ou deux offres sur la table, donc on est un petit peu en magasinage et c'est là où on doit être quand même assez flexible et avoir plus d'une carte dans sa manche par rapport à ce qu'on veut offrir. Et on doit aussi être capable de communiquer notre offre. Donc, tu sais, des fois, on va accompagner des gestionnaires qui vont faire de l'embauche. Puis, bon, ils se font un petit peu challenger par rapport aux conditions de travail et ils ont peu de mots pour expliquer, pour vraiment bien faire rayonner leur offre globale, qui n'est pas nécessairement que du monétaire ici, on s'entend là. Donc, adapter l'offre aux attentes, c'est de comprendre
effectivement, les postes que j'ai à pourvoir, c'est quoi les profils? Est-ce que je suis plus dans des gens seniors? Est-ce que je suis plus dans des jeunes finissants, par exemple, dans les défis qu'on va offrir? Et donc, tu sais, aujourd'hui, c'est pas rare d'avoir 5 générations sous le même toit. D'ici 2030-2032, 75% de notre main-d'œuvre va être de la nouvelle génération, donc des milléniaux. C'est aujourd'hui qui est urgent d'agir et de se dire comment je peux adapter mon offre en toute flexibilité. Donc, on parle de l'horaire, on parle de la rémunération globale avec une certaine flexibilité aussi. On parle de télétravail. Il y a beaucoup de trucs qui sortent dans les médias où certains employeurs reviennent quand même à un certain retour au travail, à des journées fixes par semaine, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Je pense qu'on a à se re-questionner sur est-ce que les gens ont le goût de revenir au travail, quand les gens reviennent au travail, qu'est-ce qu'on organise comme projet, comme séquence au travail. Donc, cette flexibilité-là, même si c'est un mot à la mode, comment je peux me l'approprier dans mon organisation et comment je peux l'organiser, cette flexibilité-là, parce que oui, ça demande un peu plus de manipulation, plus de suivi, un petit peu plus d'organisation, mais ça se fait. Évidemment qu'on a quand même des gens, des employeurs qui n'ont pas nécessairement le même niveau de flexibilité possible. C'est une réalité malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a le goût de jouer comme offre supplémentaire à ce niveau-là? Donc, clarifier le mot flexible, ça rime à quoi chez vous, jusqu'à où vous pouvez aller? Qu'est-ce qui est non négociable? Je pense que c'est des actions rapides que les gens qui sont avec nous ce midi peuvent peut-être commencer à réfléchir à ce niveau-là. Puis tu sais, flexibilité, moi, j'ai l'impression que c'est un beau buzzword. Puis c'est comme vouloir aller au gym, hein. On veut en offrir, mais des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais et qu'est-ce que tu dirais qui est la plus grande friction ou le plus grand frein pour les PME de passer de l'intention à l'action au niveau de la flexibilité? Ouais, ben c'est une super de bonne question, Stéphane, parce que dans les faits, tu sais, la flexibilité peut tellement prendre toutes sortes de formes. Tu sais, je pense qu'il y a une transformation quand même assez importante au niveau du style de management, parce que je pense que ça s'inscrit dans la culture de l'organisation et non pas juste dans bon, finalement, j'offre une rémunération flexible, finalement, on décide de donner des horaires différents dans la période estivale. Je pense que ça va bien au-delà de ces initiatives-là. Je pense qu'il faut voir le portrait global de la possibilité de flexibilité, puis ensuite de ça, ben, d'attacher ça avec une belle cohérence en lien avec notre style de management, notre culture d'entreprise, la vision qu'on a aussi de croissance ou de maintien de nos opérations, de notre stabilité organisationnelle. Puis en lien avec ces cibles-là qu'on se donne, cette vision-là qu'on a, ben, comment on peut arrimer une belle flexibilité pour que, évidemment, ça continue aussi de répondre aux cibles organisationnelles. Parce que oui, on veut d'un côté, bien satisfaire les besoins de nos gens, de nos équipes pour qu'ils soient heureux, qu'ils soient productifs, qu'ils donnent un beau service à la clientèle. Mais d'un autre côté, on a quand même du pain et Des du beurre cibles. là, à amener sur la table. Donc, il faut avoir une profitabilité, il faut avoir l'atteinte des cibles aussi organisationnelles. Donc, je pense que c'est l'harmonisation des besoins tant humains qu'organisationnels que la flexibilité va prendre forme de façon plus judicieuse. Oui, puis l'un ne va pas sans l'autre non plus, hein. C'est pas parce qu'on a de la flexibilité qu'on n'aura pas de performance, là, bien au contraire. Mais on pourrait partir un long débat sur ça. Développer les compétences clés, ça, c'est ressorti de manière très, très forte dans les sondages, le développement de compétences. Oui, puis d'ailleurs, on a vu là, un nouveau programme qui a vu jour cette semaine au niveau gouvernemental. J'ai pas encore tous les détails, mais il y a vraiment des fonds là qui seront disponibles supplémentaires pour pouvoir mettre en branle des initiatives de développement de compétences. On pourra même peut-être se refaire un midi sur ça, mais ça l'envoie un message clair qu'il y a un besoin criant, évidemment, dans le marché au niveau du développement des compétences. D'une part, on le sait, des fois, on embauche des gens qui ont peut-être partiellement les compétences recherchées. Des fois, on sent que l'attitude, elle est là, la motivation, elle est là, mais on décide volontairement de dire, bon, ben, on va accompagner dans les compétences techniques à l'interne, on va déployer des plans de formation parce qu'il y a une main-d'œuvre qui n'est pas nécessairement en quantité suffisante. C'est pas toujours de la main-d'œuvre à 100% qualifiée. Donc, par la rareté de main-d'œuvre, nous amène un besoin criant de développement des compétences. Et secondo, c'est sûr que la technologie, on va parler des AI tantôt, qui est un petit peu plus ton point, mais c'est sûr que l'avancée technologique, la robotique,
tout ça amène une accélération au niveau du développement des compétences, une compétence qui avait peut-être une durée de vie de 20 ans, une compétence technique. Aujourd'hui, c'est peut-être 2 ans, puis encore, je pense que je suis généreuse, là. Donc, c'est sûr que ça l'accélère les entreprises aujourd'hui à mettre en branle rapidement des plans de développement, des compétences, des stratégies de formation, de développement, parce que c'est pas que de la formation sur les bancs d'école. Évidemment, il peut y avoir du co-développement, du mentorat, du parrainage. Il peut avoir l'implantation d'un LMS. Il y a tellement d'options, tu sais, en termes de développement de compétences. Mais une chose est certaine qu'en 2026, je pense que les employeurs aujourd'hui doivent moderniser leur approche, mais aussi doivent commencer à cartographier c'est quoi les compétences critiques. Parce qu'il y a le départ aussi à la retraite qui arrive. On dit que la nouvelle génération va être d'ici 2030-2032, mais ça veut dire aussi que l'ancienne génération de nos bébés boomers quitte eux autres. Donc, quitte parfois avec un savoir exceptionnel qu'on veut garder en entreprise comme mémoire organisationnelle, connaissance collective. Alors, à ce moment-là, ça aussi, c'est un élément important qui met en lumière l'importance de cette troisième tendance-là. Super intéressant. J'étais pas au courant du programme que tu viens de mentionner, mais on voit que le gouvernement est sensible aussi à cette réalité-là, là, puis que ces antennes sont bien connectées sur la réalité terrain. Adopter les innovations technologiques et l'IA, ben, je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis un passionné de technologie encore plus de l'IA. Du côté de Fausse, je vous dirais qu'on a sauté à pieds joints dès les premiers balbutiements de l'IA. En termes d'utilisation interne, de se définir des politiques, de la gouvernance, mais également en termes de développement produit. On va annoncer dans les prochains mois, prochaines années, une feuille de route très excitante au niveau de l'IA. Donc, vous allez pouvoir en bénéficier. Maintenant, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on va utiliser l'IA, c'est comment on peut utiliser l'IA sans se mettre à risque, hein? Donc, l'adoption de l'IA se fait au sein de tous les départements présentement, probablement depuis un an et demi dans vos entreprises. Puis du côté de votre département RH, ben, ça se traduit en de l'IA qui va toucher au recrutement, à la rédaction d'offres d'emploi, à la gestion des employés, l'analyse des KPI et j'en passe. Euh, je vous dirais qu'il y a trois enjeux majeurs présentement dans l'adoption de l'IA. Il y a d'abord la maîtrise interne. Donc, on ne peut pas dépendre d'outils qui vont être utilisés n'importe comment. Il y a l'encadrement, tout ce qui touche à l'éthique, la confidentialité des données, les biais aussi. On a beaucoup entendu parler de ça, hein, les biais cognitifs de l'IA. Et finalement, ben, la propriété intellectuelle. Si on vient mettre des données dans ça, ben, comment on s'assure qu'elles sont protégées puis qu'on conserve la propriété intellectuelle? On entend souvent dire que l'IA, ça fait peur, hein, particulièrement au départ, mais encore aujourd'hui, on l'entend sur beaucoup de lèvres. J'assistais à une conférence donnée par une sommité de l'IA chez Cap Gemini au Canada. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il disait que la première chose qui vient en tête chez les Nord-Américains quand il est question de l'IA, c'est l'image de Terminator. En tout cas, pour les plus vieux, c'est ça qui vient en tête. Je peux vous dire que moi, dès le départ, c'est tout à fait à ça que je pensais. Et inversement, ben, quand on s'adresse aux Japonais et on leur parle de l'IA, la première image qui leur vient en tête, c'est Astro Boy. Donc, c'est la référence qu'ils vont avoir. Et dans ce cas-là, ben, l'IA ne fait pas peur, hein. L'IA, au contraire, va venir nous sauver, nous aider avec des compétences améliorées. Euh, Moi, je vous dirais que ce qui fait vraiment peur, c'est pas l'IA, c'est l'IA qui est utilisée sans cadre, hein, sans gouvernance. Euh, la statistique suivante que je vais vous montrer, seulement 16% des PME ont un logiciel RH complet. 20% gèrent encore sur Excel et manuellement. Je trouve que cette statistique-là nous permet de prendre un bon pas de recul et de comprendre aussi que l'IA, ben, ça peut, oui, amener des solutions, mais ça peut aussi amplifier les problèmes existants. Euh, à tous les jours, en fait, vous devez savoir, chez Fox, on ajoute environ 400 nouveaux clients par année, donc c'est pas rien. Imaginez la quantité de conversations qu'on a au quotidien, et c'est pas rare qu'on va voir justement des PME ben, utiliser Excel pour leur dossier employé, utiliser des courriels pour les différentes demandes RH et avoir de l'information en silo dans plusieurs systèmes. Et ben, quand on se met à utiliser l'IA dans un contexte comme ça, ben, on va avoir des données dédupliquées, on va avoir des incohérences et des risques de confidentialité. Donc,
Donc, essentiellement, je vous amène trois petits conseils, des actions rapides. La première, ben, c'est d'intégrer avant d'innover. Et je m'explique, là, le premier réflexe ne devrait pas être d'ajouter de l'IA, mais de réduire, voire d'éliminer les informations qui diffèrent entre les départements. Encore là, j'aime ça, essayer de donner des exemples concrets. Il n'est pas si rare de voir justement un département RH, un département des finances et des gestionnaires avoir de l'info qui va différer sur, par exemple, le titre d'emploi d'un employé ou sa date d'entrée en fonction. Donc, imaginez si on commence à demander à l'IA de prendre des décisions, de nous faire des recommandations basées sur des données qui vont varier d'un département à l'autre, ça peut mener à des erreurs finalement. Donc, avant d'utiliser l'IA, assurez-vous d'avoir centralisé vos données, en tout cas dans le cas des RH, d'avoir centralisé vos données à un endroit, d'avoir une seule source de vérité, a single source of truth, comme on entend souvent. Euh, un petit conseil également, avant de vous lancer dans une mise en place d'un projet IA, vous pouvez vous poser trois questions. Premièrement, où sont mes données RH aujourd'hui? Qui s'occupe de les mettre à jour? Puis, est-ce qu'on peut faire confiance à ces données-là pour prendre une décision? Donc, ça serait le premier conseil. Le deuxième également, c'est allez-y petit à petit, de façon ciblée, avec peu de risques. Je vous donne un exemple très concret chez Fox. On est certifié SOC 2, type 2, qui est le plus haut standard de sécurité de l'information dans le domaine du software en Amérique du Nord. Et on est audité, on doit mettre en place un grand nombre de politiques et de processus de travail. Et de plus en plus, on développe des clients de grande envergure chez Fox qui vont arriver avec des exigences de sécurité très élevées. Ils vont nous demander à l'occasion de compléter un formulaire de 20, 30, 40 pages, un document. Il faut répondre aux différentes questions. On a développé chez nous un agent IA interne qui connaît toutes nos procédures, tous nos processus en termes de sécurité et qui est en mesure de répondre très aisément à ce formulaire-là de 30, 40, 50 pages dans un premier jet. Tout le monde avoir un bon jet et ensuite, on peut mettre un cerveau humain sur ça, repasser, s'assurer que tout est en ordre, mais vous pouvez imaginer la quantité d'heures qu'on va économiser. C'est le même principe dans votre département RH. Un low-hanging fruit pourrait être de mettre un agent IA entraîné sur vos politiques internes, sur votre guide de l'employé, sur vos procédures. Et à ce moment-là, vos employés pourraient poser des questions à cet agent interne-là entraîné pour obtenir leurs réponses et réduire la charge de travail à faible valeur ajoutée de vos coordonnateurs RH à l'interne, par exemple. Euh, un autre exemple de l'utilisation de l'IA pourrait être la création d'offres d'emploi, des communications internes, des réponses standards aux candidats. Encore là, ce qu'on veut, c'est que l'IA nous assiste, mais pas qu'elle fasse tout le travail pour nous, hein. On veut quand même le valider. Et finalement, je vous dirais mettre une gouvernance claire. La gouvernance IA, il ne faut pas que ça devienne une politique de 40 pages. L'idéal, c'est de préciser les outils IA qui sont permis, qui sont recommandés, et d'identifier également ceux qui sont interdits. Donc, vous pouvez vous définir des règles très simples, comme par exemple de jamais donner d'envoyer de données sensibles dans un outil public. Chez Fox, par exemple, tous les employés ont accès à une version privée de ChatGPT. Donc, on est en sécurité, en confiance avec ça. Bref, votre rôle comme professionnel RH dans le contexte de l'avènement IA et des technologies, c'est le gardien de l'éthique, c'est le protecteur des données humaines, puis c'est de faire le pont entre techno et humain. Donc en 2026, ceux qui vont le mieux réussir avec l'IA, c'est pas nécessairement ceux qui vont mettre en place le plus de projets. Je vous dirais, c'est ceux qui vont être le mieux structurés dans cet exercice-là. Donc, Pamela, as-tu des Excuse-moi, questions Stéphane. commentaires? Oui, ben en fait, je trouve tellement que le dernier point est intéressant quand on parle de gouvernance parce que, tu sais, peu importe la formation qu'on va suivre, les congrès qu'on va aller, on va parler beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui et il y a vraiment un mot d'ordre, hein, tu sais, qui est donné dans ces occasions-là qu'on a à un peu se développer nos connaissances là, sur l'intelligence artificielle. Puis
c'est nettement là, apporter de la clarté par rapport au positionnement de l'employeur quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'enlever ce flou-là va vraiment éliminer les risques, les faux pas humains derrière l'utilisation. La zone grise fait que les gens vont un peu s'improviser, faire ça un petit peu à la cachette. Ça va créer un stress des non-dits et c'est là qu'on va être très déçus et on va avoir des résultats qui n'est pas à la hauteur de nos attentes par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, peu importe les gens qui sont avec nous ce midi, qui veulent y aller peut-être plus tranquillement, petite bouchée, c'est correct, on le nomme tout simplement. Voici cette année la phase 1 pour nous. Qu'est-ce qu'on sent qui est comme réaliste pour les équipes parce qu'on doit déployer de la formation, parce qu'on a d'autres priorités aussi. Puis l'année 2, ça sera quoi? Je pense que l'idée, peu importe si on veut être vraiment aller all-in ou y aller vraiment un petit peu plus en phase, nommons-le, ayons une communication claire par rapport à ça, un beau guide de conduite en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et soyons aussi arrimés avec les plans de développement parce que ce que ça demande pour la plupart des métiers, oui, certains métiers plus que d'autres, mais la plupart des métiers, ça nous demande d'être plus stratégiques dans nos rôles, dans nos fonctions parce que tout le volet technique, le volet peut-être un petit peu plus administratif, il peut être effectivement supporté ou géré partiellement par l'intelligence artificielle. Donc, comment on amène nos gens à s'élever par rapport à l'utilisation de ça, c'est le rôle et la responsabilité de l'employeur. Oui, puis je pense que tu l'as dit, même si on veut y aller de façon prudente ou graduelle, ce qui est surtout important, c'est de définir le carré de sable pour protéger l'entreprise dans un premier temps, puis de toujours garder le jugement humain dans tout ça. Hein. Tu sais, on veut automatiser certaines choses, mais on ne veut pas impartir entièrement tout ce qu'on fait. Tout à fait. Renforcer le bien-être, autre tendance forte hein, qui est sortie dans les différents sondages. Oui, bien sans surprise, évidemment, on est encore à vivre un peu l'impact post-pandémie, quoique certaines statistiques s'améliorent, mais on est encore avec des ratios de stress au travail, de surcharge, d'anxiété chez les jeunes adultes. Tu sais, tout ça, cette semaine, c'est la semaine de la prévention du suicide. On sait que, bon, au Québec, au niveau des hommes, au niveau des jeunes femmes. C'est plus criant en termes de précarité au niveau de la santé mentale. Donc, sans surprise, on voit que dans nos sondages, dans nos enquêtes de marché, ben oui, c'est une priorité, c'est une inquiétude que les employeurs ont. Et là, la ligne se trace où, évidemment? Tu sais, jusqu'à quel point l'employeur a un devoir, puis jusqu'à où je m'arrête et jusqu'à où je veux pas m'improviser non plus, évidemment. Donc, c'est sûr qu'il y a une fatigue émotionnelle qui se fait sentir encore dans les équipes de travail, beaucoup d'années de changement, évidemment. Et là, ben, ça l'amène aussi bon, on peut avoir des relations de travail plus tendues, on peut avoir des conflits qui éclatent plus que d'habitude, on peut avoir une résistance au changement un petit peu plus accrue. C'est tout de la cause à effet, hein, avec un peu l'état d'être de nos gens. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de dire comme employeur, c'est quoi les dispositions, c'est quoi les actions plus préventives qu'on veut mettre en place, comment je peux me faire accompagner par rapport à ça. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir une saine gestion de cette pratique-là, en fait, au niveau de la santé, mieux-être au travail. Donc, dans les actions rapides, oui, ça peut être dans la qualité de nos communications, la fréquence de nos one-on-one, la proximité qu'on entretient avec le superviseur, par exemple, parce qu'on sait que dans on va dire les raisons de départ, tu sais, la qualité de la gestion, la qualité de la relation avec le superviseur est quand même dans le top 10 hein, des raisons de départ. Donc, d'avoir des gens qui sont formés pour gérer du personnel, d'avoir une qualité de communication interne, de maintenir un climat sain, d'avoir des décisions organisationnelles qui sont bien présentées, d'avoir également une saine gestion du changement. Donc, évidemment, tout ça vont être des pratiques de gestion qui vont être à soit à implanter ou à optimiser pour ceux et celles qui ont déjà des bonnes pratiques de mise en place. Oui, on peut parler d'un programme d'aide aux employés, on peut parler de la télémédecine, tout ça également, des comptes santé, entre autres, sont des items qui sont fort intéressants à mettre en place après.
si on veut pas aller vers des trucs externes comme ça, il y a des superbes de belles choses qui peuvent être faites à l'interne de façon autonome, qui vont vraiment venir enrichir un peu la sécurité au sens large dans les organisations. Puis c'est ça que les gens ont besoin aujourd'hui. C'est pas rien, hein? 49%, là, un employé sur deux qui vit de la détresse Mhm. psychologique, sachant qu'on cherche à attirer les bons candidats, on en a des bons à l'interne, de réussir à les garder le plus longtemps possible, mais on voit qu'effectivement, il y a un épuisement. Évidemment, il y a toujours une question de ressources, hein? On ne peut pas tout faire, puis aussi bien intentionné qu'on peut l'être, on est limité par par le temps, par les moyens financiers. Si on devait enlever tous les programmes de bien-être demain matin, qu'est-ce qui devrait absolument rester en place pour protéger la santé mentale au quotidien des employés? Est-ce qu'il y aurait un élément là, que tu visualises comme étant le clé ou au cœur de tout ça? Oui, ben c'est sûr que ça va passer par la qualité de nos pratiques de gestion, c'est sûr, la qualité de l'accueil, de l'intégration, de prendre soin des gens à leur arrivée, de bien leur enseigner leur poste, de les accompagner au niveau de leur réseau interne, là, social, là, de se faire des collègues, d'avoir des qualités au niveau des relations de travail, de la façon dont on gère les conflits. Tu sais, est-ce qu'on balaie tout sous le tapis puis qu'on fait comme si rien n'existait ou on prend au jour le jour, quand ça arrive, on est proactif dans la gestion de nos conflits. Est-ce qu'on a, tantôt on parlait du carré de sable en lien avec l'utilisation notamment de l'intelligence artificielle, mais le carré de sable de façon générale, qui fait quoi, des rôles et responsabilités clairs, ça fait partie des saines pratiques de gestion, de former nos gens pour pas qu'ils se sentent toujours à côté de leur X, puis toujours à la remorque de leur expertise, puis qu'ils doivent toujours s'improviser. Ça génère des niveaux d'anxiété importants. Donc, par la qualité de vos formations, d'accompagnement, la qualité de la communication aussi. Tu sais, moi, c'est pas normal qu'un employeur fasse une réunion d'employés une fois par année. C'est beaucoup plus souvent que ça qu'on doit partager la vision, partager la mission de l'organisation, c'est quoi nos projets porteurs cette année. Donc, il y a un tempo de communication essentiel aussi à entretenir avec nos gens pour qu'ils puissent avoir des messages clés, puissent être en confiance avec l'employeur. Donc, ça coûte zéro, là. Puis Oui, c'est tu as, que des parlé de pratiques de confiance, c'est gestion. la transparence vient dans ça aussi, Oui. c'est ça. Puis la rétroaction, hein, le bon vieux, la bonne vieille tape dans l'épaule, là, finalement, là, sur l'épaule. Fait que, OK, intéressant, merci beaucoup. Allons-y maintenant avec assurer la conformité législative. Ben, on le sait, hein, il y a plusieurs lois qui ont été mises en place au courant des dernières années. On pense à la loi 25, qui est la protection des renseignements personnels, qui a fait couler beaucoup d'encre. La loi 42 sur l'encadrement numérique, de même que la loi 27, la gouvernance, responsabilité. Euh, Pendant longtemps, on entendait les clients là, dire Ah, ces lois-là, moi, je veux surtout m'assurer d'éviter des plaintes. Hein. Tu sais, c'était vraiment dans une optique plus négative, si on veut. Par contre, ben, ça a forcé les entreprises à se questionner, à revoir leurs approches, puis de plus en plus, ça devient également un enjeu financier, technologique, réputationnel. Euh, Puis les amendes, ben, sont pas juste théoriques, là, sont réelles. On a vu des cas, des vrais cas. Euh, donc la conformité, ben, ça devient de plus en plus un chantier RH tout aussi structurant que l'attraction. Et d'autant plus que ben, c'est les RH, hein, c'est vous qui êtes ici ce midi, qui êtes propriétaire des données sensibles. Vous êtes les utilisateurs d'outils technologiques, puis vous êtes garant de la confiance employée. Donc, si leurs informations se retrouvent dans les mauvaises mains, ben, ça va tomber sur votre dos. Hein. Donc, il faut faire attention. Euh, Ce qui est surtout important dans ce contexte-là, c'est de cartographier les données RH sensibles. Donc, vous pouvez faire un petit exercice à l'interne, c'est de vous poser la question, ben justement, qui a accès, ben, premièrement, quelles sont les données RH sensibles? On peut penser ici aux évaluations de performance, aux recommandations, aux CV, aux notes d'entrevue, aux données médicales. Donc, vous pouvez faire un petit exercice justement, vous dire, ben, euh, où est-ce qu'elles sont stockées ces données-là? Qui y a accès? Qui s'occupe de les mettre à jour? Ça, c'est un premier exercice.
Ensuite de ça, un petit audit que vous pourriez faire très facilement à l'interne, puis vous n'avez pas besoin d'un cabinet externe pour ça, c'est justement d'identifier quelles sont vos données RH, qui a accès, quels sont les outils techno et IA qui sont utilisés. Et dans la pratique, là, comment vous traitez le tout? C'est bien beau d'avoir une politique rédigée, là, mais est-ce qu'elle est appliquée, hein? C'est souvent là qu'il va y avoir un écart. On est mieux des fois d'avoir trois politiques qui vont être concises, claires, donc une gouvernance facile à digérer, digeste, que d'en avoir 20 qu'on ne va pas mettre en pratique, hein. Donc, il faut faire attention à ça. Tu sais, pour avoir déjà travaillé en sécurité informatique, on disait constamment que la faille d'un système, c'est toujours le maillon le plus faible. Puis en sécurité, ben, le maillon le plus faible, là, c'est souvent l'être humain. Un exemple de ça, c'est un employé qui s'en va dîner, puis avant de dîner, oublie de verrouiller son laptop. Ou encore un employé qui s'en va en voyage d'affaires, est à l'aéroport, utilise un Wi-Fi non sécurisé. Ben, on a beau avoir mis en place une panoplie de processus, puis de mesures de sécurité, si les employés ne sont pas au courant, qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, qu'ils doivent le verrouiller leur laptop ou de ne pas aller sur un réseau Wi-Fi non sécurisé, ben, on se met à risque, hein. Donc, on est mieux d'avoir quelques politiques bien définies qui vont être appliquées au sein de l'organisation. Donc voilà. Donc, déjà, le temps passe vite. On est rendu à la fin. On vous a beaucoup parlé des deux sondages qu'on a réalisés. Je vous invite à prendre votre téléphone, à prendre une capture du code QR à l'écran. Ça va vous amener directement sur le portrait RH 2026. Donc, les résultats du sondage, un beau document très complet de plusieurs pages qui va vous donner un portrait, justement, qui va venir renchérir sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Du côté de GoRH également, je vous invite à consulter leur site web. Ils ont fait un exercice très similaire. Vous allez pouvoir télécharger également leur outil. Et comme il nous reste du temps, ben, je vous invite à nous poser des questions dans la section Q&A. Donc, on va être en mesure d'y répondre. On va rester, Pamela et moi, pour répondre à vos questions. Évidemment, ben, si vous n'avez pas de questions, ben, on vous souhaite une bonne fin de lunch, un bon après-midi. On va vous faire parvenir une copie de l'enregistrement d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn, Pamela et moi, ça va nous faire plaisir. On va vous tenir au courant là, des prochains webinaires également. Donc, on va aller voir justement à l'instant les questions. Donc, on en avait une intéressante ici en lien avec comment on peut entretenir un bassin de candidats si on n'a pas nécessairement de poste d'ouvert. C'est sûr que des fois, on va avoir de la candidature spontanée ou on va avoir des CV en banque parce qu'on les a pas nécessairement retenus lors d'un ancien affichage, mais quand même qu'on trouvait tout de même intéressant. C'est sûr que des fois, de refaire un petit suivi, tu sais, sans dire trimestriel, mais ça peut être une fois par année. On a encore votre CV en banque. Est-ce que vous êtes toujours intéressé si on a des postes d'ouvert? Ça peut être évidemment de les inclure dans vos infolettes ou d'avoir une infolette dédiée à votre banque de candidatures, de leur donner de l'information sur votre organisation. C'est vraiment la meilleure des façons et de répondre à leurs questions si jamais vous recevez courriel ou autre. Des fois, on va faire des suivis et l'employeur ne répond pas du tout. Donc, il y a quand même un minimum au niveau de la communication, mais ça peut être également de la façon dont vous les informez justement de vos activités, même s'il n'y a pas encore de poste d'ouvert, qui sait, peut-être que ça sera dans un court laps de temps. Avant d'aller à une autre question, pendant qu'on a encore beaucoup de participants, parce que très peu ont quitté, je vais en profiter pour poser une petite question au public. Donc, on va se lancer. Justement, si vous deviez en choisir un seul pour 2026, lequel serait votre chantier RH prioritaire? Donc, vous avez l'attraction qu'on a parlé, la flexibilité, compétences, tech et IA, bien-être, conformité. Donc, ça va nous permettre quand même. Puis en passant, il n'y aura pas une seule bonne réponse, hein, c'est normal, tout le monde a des chantiers bien différents, mais quand même curieux de voir qu'est-ce qui va en ressortir. On a beaucoup de réponses. Merci pour votre participation. En attendant, est-ce qu'il y a une autre question qu'on peut répondre, Pamela? Oui, j'y retourne. Bon.
Au niveau de la transparence salariale, donc quelqu'un nous demande est-ce qu'on peut peut-être approfondir sur ce point-là. Ben, c'est certain que quand on parle de transparence salariale, déjà on voit ici là, dans les différentes régions du Québec, certaines plateformes nous demandent quand même de donner une idée là, de la fourchette, tout ça. D'autres plateformes, non. Évidemment, si c'est une stratégie qu'on décide d'utiliser, puis vraiment de positionner un rôle avec les conditions de travail diverses et autres, il faut s'assurer comme employeur d'être au goût du jour, hein, d'avoir fait quand même une analyse du marché pour un poste similaire dans la région ou avec les compétiteurs, parce que ça peut faire l'effet contraire, donc d'afficher des conditions qui sont pas nécessairement attractives. Évidemment, ça peut nous donner un petit peu plus de fil à retordre là, pour notre recrutement. Donc, c'est sûr de faire nos devoirs, de voir si on est suffisamment attractif dans nos conditions de travail, de veiller à ce qu'on soit équitable, hein, affichez pas des choses si c'est pas nécessairement ce qui est offert à l'interne pour des gens qui ont pareil poste, là. Donc, de vraiment veiller à ce que tout ça soit bien cohérent, équitable à l'interne. Et ensuite de ça, bien, moi, je pense que c'est dans l'art et la manière de le faire. Est-ce que c'est une bonne chose de le faire ou une moins bonne chose? Je pense que pour des postes, effectivement, on a tout à gagner de le faire. Puis je vous dirais même qu'aujourd'hui, tu sais, autant qu'auparavant, de parler de salaire, on faisait ça quasiment en troisième entrevue, puis encore, on était stressé de poser la question. Aujourd'hui, le candidat, après 5 minutes, s'est posé la question. Tu sais, nous, les recruteurs, c'est comme votre client, il donne comment. Tu sais, donc là, ici, c'est sûr que ni plus ni moins, ça arrive assez vite la discussion. Donc, il faut être prêt, il faut avoir une belle offre et d'avoir fait nos devoirs au préalable. J'annonce les résultats de la question que j'ai posée. Et entre-temps, il y a Caroline Grondin qui avait levé sa main. Caroline, si jamais tu veux toujours poser ta question, simplement la lever, puis je vais te donner l'occasion de parler. En attendant, je présente les résultats. Donc, on a attraction, 20%, on a compétence, 27%, bien-être, 27%, conformité et tech IA à 12% chacun, et enfin, flexibilité à 2%. Donc, on voit quand même là, que compétences et bien-être, là, sont ce qui ressortent avec attraction. Le plus. Bon, on a un petit commentaire. Bien-être, oui, il ne faut pas oublier le DI, Le c'est vrai. DI. Le DI, on en a parlé en 2025, en Oui. 2024. C'est-tu plus important, le DI? Ou, Ah, c'était quand même dans les choix hein, au niveau de l'étude de marché, mais tu sais, Oui. compte tenu qu'on devait faire un comme de top 5-6, ça l'a pas ressorti, mais effectivement, soyez sans crainte, c'est encore des priorités RH là, pour les prochaines années. Puis moi, on a Cathy qui pose une question intéressante au niveau des réseaux sociaux quand on parle de rayonnement de façon plus annuelle. Tu sais, on a un vent là, qui mène vers tout le volet humain, de démontrer. Les gens, ils veulent, oui, s'attacher à la marque, mais s'attacher des fois au président, la présidente, aux équipes de travail, aux gestionnaires, de faire valoir qui sont vos coéquipiers, qui sont les spécialistes à l'interne et même de montrer le vrai, tu sais, le behind the scenes. Tu sais, moi, si je travaille chez vous, là, mettons, j'ai goût de me projeter. À quoi ça ressemble? Tu sais, est-ce que, oui, c'est du télétravail, évidemment, c'est chez moi que ça ressemble, là. Mais tu sais, des fois, on a des usines, par exemple, je pense à des usines alimentaires ou en fabrication qu'on n'a pas nécessairement l'option d'aller visiter. Hey, un petit coup d'œil, tu sais, ça ressemble à quoi l'environnement de travail? Donc, tout le volet humain, les gens, les candidats doivent se projeter chez vous. Donc, pour ça, ça prend du visuel, ça prend du concret, de l'humain, et c'est ça qui aujourd'hui a vraiment la cote, comme on dit, ouais. Parfait. Est-ce qu'il restait des questions de ton côté, Pamela, là, intéressantes que tu souhaitais qu'on... Ici, on a, merci, il y a beaucoup de questions d'ailleurs, là, nous. Euh, ben, c'est sûr qu'au niveau des tendances bien-être, tu sais, on va beaucoup penser oui, bon, on parle au compte santé, hein, tu sais, qui va être très, très personnalisable. Donc, la personne qui veut des espadrilles ou la personne qui veut d'autres éléments qui sont considérés comme du bien-être, puis qui n'est pas le sport. Ça peut être la lecture, ça peut être toutes sortes d'éléments qui font du bien. Donc, le compte santé peut être très personnalisable et c'est encore très, très en vogue, je dirais, par rapport à ça. Évidemment, tout ce qui va être des
des initiatives parce qu'on manque de main-d'œuvre, on n'a pas beaucoup de temps, donc de libérer parfois des gens pour des initiatives internes de santé mieux-être. Parfois, je sens que les employeurs me nomment que c'est plus difficile. Donc, des fois, d'avoir des courts clips santé de 15 minutes pour bouger ou encore faire des exercices sur chaise, entre autres. Donc, il y a quand même beaucoup de produits ou encore d'offres en lien avec des petits clips santé comme ça, d'avoir des thématiques mensuelles pour éduquer aussi nos équipes de travail sur différents sujets bien-être, évidemment. Ça peut être vraiment intéressant. J'ai vu des beaux projets comme des projets Réalise ton rêve où l'employeur demandait aux gens d'identifier un rêve, évidemment, pas le tour du monde, là, mais ça peut être parler une troisième langue ou autre, là, écrire un livre, bref. Il octroyait du temps mensuel pour réaliser ça, d'avoir du temps personnel à réaliser autre chose que le travail. Fait que je vois des belles initiatives, franchement, là, qui sont issues de plusieurs secteurs d'activité. Super. Bon, ben écoute, à ce moment-là, on a couvert pas mal les différentes questions qui étaient posées. Ben écoute, merci beaucoup encore, Pamela, pour ton temps. Merci à tous d'avoir participé. On vous envoie l'enregistrement. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous là, par la suite, ça va nous faire plaisir. Merci, c'est toujours un plaisir, Stéphane. Merci de Merci. l'invitation. Bye bye. Au revoir.